Qu'est-ce que les Lumières? Emmanuel Kant, 1784. Accéder aux Lumières consiste pour l'homme à sortir de la minorité où il se trouve par sa propre faute. Être mineur, c'est être incapable de se servir de son propre entendement sans la direction d'un autre. L'homme est par sa propre faute dans cet état de minorité quand ce n'est pas le manque d'entendement qui en est la cause, mais le manque de décision et de courage à se servir de son entendement sans la direction d'un autre. Saper aude, ose savoir. Aie le courage de te servir de ton propre entendement. Telle est la devise des Lumières. La paresse et la lâcheté sont les causes qui font qu'un aussi grand nombre d'hommes préfèrent rester mineurs leur vie durant, longtemps après que la nature les a affranchis de toute direction étrangère. Naturaliter majores, naturellement majeur. Et ces mêmes causes font qu'il devient si facile à d'autres de se prétendre des tuteurs. Il est si aisé d'être mineur, avec un livre qui tient lieu d'entendement, un directeur de conscience qui me tient lieu de conscience, un médecin qui juge pour moi de mon régime, etc. Je n'ai vraiment pas besoin de me donner moi-même de la peine. Il n'est pas nécessaire de penser pourvu que je puisse payer. D'autres se chargeront bien pour moi de cette ennuyeuse besogne. Les tuteurs, qui se sont très aimablement chargés d'exercer sur eux leur haute direction, ne manquent pas de faire que la partie de loin la plus grande de hommes, avec le beau sexe tout entier, tient pour très dangereux le pas vers la majorité, qui est déjà en lui-même pénible. Après avoir avéti leur bétail et avoir soigneusement pris garde de ne pas permettre à ces tranquilles créatures d'oser faire le moindre pas hors du chariot où ils se les ont enfermées, ils leur montrent le danger qui les menace si elles essaient de marcher seules. Or, ce danger n'est vraiment pas si grand, car elles finiraient bien par apprendre à marcher après quelques chutes. Seulement, un exemple de ce genre rend timide et dissuade ordinairement de faire d'autres essais. Il est donc difficile pour chaque homme pris individuellement de s'arracher à la minorité qui est presque devenue pour lui une nature. Il y a même pris goût. Il est pour le moment réellement incapable de se servir de son propre entendement, parce qu'on ne lui a jamais laissé faire l'essai. Préceptes et formules, instruments mécaniques permettant un usage raisonnable, ou plutôt un mauvais usage de ses dons naturels, sont les entraves qui perpétuent la minorité. Celui-là même qui les rejetterait ne franchirait le plus étroit fossé que d'un saut encore mal assuré, parce qu'il n'est pas habitué à une semblable liberté de mouvement. C'est pourquoi il n'y a que peu d'hommes qui soient parvenus à s'arracher à la minorité en exerçant eux-mêmes leur esprit et à marcher malgré tout d'un pas sûr. Mais qu'un public s'éclaire lui-même, voilà qui, au contraire, est possible. C'est même presque inévitable pourvu qu'on lui en laisse la liberté. Alors, en effet, il se trouvera toujours même parmi les tuteurs attitrés de la grande masse, quelques hommes pensant par eux-mêmes, qui, après avoir eux-mêmes secoué le joug de la minorité, répandront autour d'eux le sens d'une appréciation raisonnable de sa propre valeur et de la vocation de chaque homme à penser par soi-même. Remarquons ici que le public, qui a été auparavant maintenu par eux sous ce joug, les force ensuite eux-mêmes à y rester, par une rébellion, quand il y est poussé par quelques-uns de ses tuteurs, eux-mêmes totalement incapables d'accéder aux Lumières. Tant il est dommageable d'inculquer des préjugés, parce qu'ils finissent par se venger contre ceux-là même qui ont été les auteurs ou contre leurs devanciers.
C'est pourquoi un public ne peut parvenir que lentement aux lumières. Une révolution peut bien entraîner la chute du despotisme personnel et de l'oppression née de la soif de richesse et de domination. Mais jamais une vraie réforme du mode de pensée. Au contraire, de nouveaux préjugés serviront, aussi bien que les anciens, de lisière à la grande masse sans penser. Or, pour propager les lumières, il n'est rien requis d'autre que la liberté. Et, à vrai dire, ce qu'il y a de plus inoffensif sous ce nom, à savoir la liberté de faire un usage public de sa raison dans tous les domaines. Mais j'entends à présent crier de tous côtés. Ne raisonnez pas. L'officier dit. Ne raisonnez pas. Faites les manœuvres. Le fonctionnaire des finances. Ne raisonnez pas. Payez. Le prêtre. Ne raisonnez pas. Croyez. Il n'y a qu'un seul maître au monde qui dise. Raisonnez autant que vous voudrez et sur tout ce que vous voudrez, mais obéissez. Dans tous les cas, la liberté est limitée. Or, quelle limitation fait obstacle aux lumières? Laquelle n'est pas un obstacle, mais peut-être même les favorise? Je réponds. Il faut que l'usage public de la raison soit toujours libre, et lui seul peut répandre les lumières parmi les hommes. Mais l'usage privé de la raison peut, bien dans des cas, être étroitement limité, sans que cela fasse particulièrement obstacle aux lumières. J'entends par faire un usage public de sa propre raison, faire usage de sa raison en tant que savant, devant le public entier, qu'est le monde des lecteurs. J'appelle usage privé l'usage qu'il est permis à un homme de faire de sa raison dans l'exercice de la charge ou de la fonction qui lui a été confiée comme citoyen. Or, pour beaucoup d'activités concourant à l'intérêt du corps commun, un certain mécanisme est nécessaire qui impose à quelques-uns de ses membres un comportement purement passif, une unanimité artificielle produite par le gouvernement les dirigeant vers des fins publiques, ou du moins les empêchant de les détruire. Alors, il n'est certes pas permis de raisonner, il faut au contraire obéir. Mais en tant que cette partie de la machine se considère en même temps comme membre d'un corps commun entier, et même de la société cosmopolite, par conséquent en qualité de savant qui s'adresse par des écrits à un public au sens propre, il lui est tout à fait possible de raisonner sans qu'en pâtissent les activités auxquelles, comme membre passif, il est attaché en partie. Ainsi, il serait très dangereux qu'un officier auquel son supérieur a donné un ordre veuille en service ratiociner à haute voix sur le caractère approprié ou sur l'utilité de cet ordre. Il faut qu'il obéisse. Mais on ne peut légitimement lui interdire de faire, comme savant, des remarques sur les fautes commises dans les opérations militaires et de les soumettre au jugement de son public. Le citoyen ne peut pas refuser de payer les impôts qui lui sont réclamés. Même une désapprobation impertinente à l'égard de ces impôts, s'il doit les acquitter, peut être punie comme un scandale, qui pourrait entraîner la désobéissance de tous. Malgré cela, le même homme n'agit pas contre son devoir de citoyen si, comme savant, il exprime publiquement ses pensées comme la maladresse ou même l'injustice de telles prescriptions. De même, un prêtre est obligé de s'adresser à ses élèves pour le catéchisme et à ses fidèles selon les symboles de l'Église dont il est le serviteur, car il a été nommé à cette condition. Mais, comme savant, les ayant mûrement réfléchies et les ayant conduites selon son intention bonne, il a l'entière liberté, et même là, sa vocation de communiquer au public toutes ses pensées sur ce qu'il y a d'incorrect dans tel symbole
et de lui soumettre sa proposition pour un meilleur aménagement des choses de la religion et de l'Église. Il n'y a même là rien qui soit un poids sur sa conscience, car ce qu'il enseigne du fait de ses fonctions comme mandataire de l'Église, il le présente comme quelque chose qu'il n'a pas le libre pouvoir d'enseigner selon son opinion personnelle, mais s'il s'est engagé à exposer selon la prescription et au nom d'un autre, il dira « Notre Église enseigne ceci ou cela, ce sont les arguments dont elle se sert. » Il tirera ensuite pour sa formation morale de ses fidèles tout le bénéfice moral de propositions auxquelles il ne souscrirait pas en toute conviction, mais qu'il peut s'engager à rapporter, parce qu'il n'est pas complètement impossible qu'elles renferment une vérité cachée, et qu'en tout cas, s'il n'y trouve rien de contraire à la religion intérieure, car s'il le croyait, il ne pourrait en conscience remplir sa fonction. Il lui faudrait s'en démettre. Ainsi, l'usage qu'un homme fait de sa raison dans l'exercice de ses fonctions d'enseignement devant ses fidèles est seulement un usage privé, parce que ce n'est jamais qu'une réunion domestique, quelle que soit son ampleur. Et à cet égard, il n'est pas libre comme prêtre, et il n'y a pas lieu qu'il le soit, parce qu'il remplit une charge étrangère. Au contraire, comme savant, s'adressant par des écrits au public proprement dit, c'est-à-dire au monde entier, faisant par conséquent un usage public de sa raison, le prêtre jouit d'une liberté illimitée de se servir de sa propre raison et de parler en son nom propre. Que les tuteurs du peuple en matière de religion doivent être à leur tour mineurs. C'est en effet une aberration qui revient à perpétuer les aberrations. Mais une société de prêtres, comme un synode ou une vénérable classe, c'est le nom qu'elle se donne à elle-même chez les Hollandais, ne devrait-elle pas être en droit de faire que ses membres se prêtent mutuellement serment de respecter immuablement un certain symbole, pour exercer ainsi sans interruption une tutelle supérieure sur chacun de ses membres, et par ce biais sur le peuple, en allant ainsi jusqu'à éterniser cette tutelle? Je dis, c'est tout à fait impossible. Un tel contrat, qui serait conclu pour éloigner pour toujours le genre humain de tout progrès des Lumières, est absolument nul et non avenu. Et cela, quand bien même il serait entériné par le pouvoir suprême, par les diètes d'empire et par les traités de paix les plus solennels. Une époque ne peut pas se liguer et jurer de mettre la suivante dans un état où il lui serait nécessairement impossible d'étendre ses connaissances, principalement celles qui sont du plus grand intérêt, de se débarrasser des erreurs et, d'une manière générale, de faire progresser les Lumières. Ce serait un crime contre la nature humaine, dont la destination originelle consiste justement dans ce progrès. Et les générations suivantes sont donc parfaitement en droit de rejeter de telles décisions comme ayant été prises de manière illégitime et sacrilège. La pierre de touche qui permet de déterminer ce qui peut être donné comme loi à un peuple est cette question. Un peuple pourrait-il se donner à lui-même cette loi? Or, il pourrait sans doute se donner celle dont nous parlons, par exemple en attendant une loi meilleure, pour une courte période, afin d'assurer un certain ordre. En même temps, on laisserait toujours à chaque citoyen, et principalement au prêtre, en qualité de savant, c'est-à-dire par ses écrits, la liberté de faire ses remarques sur les défauts de l'institution actuelle. L'ordre établi demeurerait en place jusqu'à ce que l'intelligence de la nature de ces choses ait été menée publiquement
assez loin et qu'elles aient été confirmées de telle sorte que les fidèles, dont les voix se seraient accordées, quoiqu'il n'y ait pas d'unanimité, puissent porter devant le trône un projet pour obtenir qu'il protège ceux qui se seraient mis d'accord, selon ce qu'ils estiment être une meilleure intelligence de choses, pour modifier la constitution religieuse, sans pourtant empêcher ceux qui le voudraient de s'en tenir à la tradition. Mais s'entendre pour qu'une constitution religieuse demeure et que personne n'ait le droit de la mettre en doute, ne fût-ce que pendant la durée d'une vie d'homme, par là annuler, pour ainsi dire, une époque dans l'amélioration progressive de l'humanité et la rendre stérile, ce qui ne peut se faire qu'au détriment de la postérité. C'est absolument interdit. Dans ce qu'il lui incombe de savoir, un homme peut bien, pour lui-même, et encore seulement pour quelque temps, ajourner la session aux lumières. Mais y renoncer pour lui-même, ou pire, pour la postérité, cela s'appelle violer les droits sacrés de l'humanité et les fouler aux pieds. Or, ce qu'il n'est pas permis à un peuple de décider lui-même quant à son propre sort, il est d'autant moins permis à un monarque de le décider pour le peuple, car son autorité législative repose justement sur ce qu'il rassemble la volonté du peuple dans la sienne, pourvu qu'il veille à ce que toute amélioration vraie ou prétendue s'accorde avec l'ordre civil. Il peut pour le reste laisser ses sujets faire seuls et par eux-mêmes ce qu'ils trouvent nécessaire de faire pour le salut de leur âme. Cela ne le regarde pas, mais ce qui le regarde, c'est de veiller à ce que nul n'empêche quiconque par la force de travailler à son salut par la voie qu'il aura déterminée. Un monarque porte lui-même atteinte à sa majesté s'il s'en mêle en croyant devoir faire contrôle par son gouvernement les écrits par lesquels ses sujets cherchent à clarifier leurs pensées, que, pour cela, il fasse valoir la supériorité de ses propres vues, s'exposant alors aux reproches Caesare non supra grammaticos. L'empereur n'est pas au-dessus des grammairiens. Ou même, pire encore, qu'il abaisse son pouvoir suprême jusqu'à soutenir dans son état le despotisme clérical de quelques tyrans contre le reste de ses sujets. Si donc on demande vivons-nous maintenant dans une époque éclairée? La réponse est non, mais bien dans une époque d'accession en lumière. Que, au point où en sont les choses, les hommes, considérés dans leur ensemble, soient déjà ou puissent seulement être mis en état, en matière de religion, de faire un usage sûr et bon de leur propre entendement sans la direction d'un autre. Il s'en faut encore de beaucoup, seulement qu'aujourd'hui on leur laisse le champ libre pour y travailler, et que diminuent peu à peu les obstacles qui les empêchent d'accéder universellement aux lumières, c'est-à-dire de sortir de la minorité où ils se trouvent par leur propre faute. Nous en avons des indices certains. De ce point de vue, cette époque est l'époque de l'accession aux lumières, ou au siècle de Frédéric. Un prince qui ne trouve pas indigne de lui de dire qu'il considère comme un devoir, en matière de religion, de ne rien prescrire aux hommes, qu'au contraire, c'en est un de leur laisser dans ce domaine entière liberté. Un prince, donc, qui va jusqu'à décliner pour lui-même le nom hautain de tolérance, en lui-même éclairé, et mérite que ses contemporains et la postérité, reconnaissant le célébrant comme le premier à avoir sorti le genre humain de la minorité, du moins pour ce qui révèle du gouvernement, et avoir laissé chacun libre de se servir de sa propre raison dans tout ce qui est affaire de conscience. Sous son règne, il est permis à d'honorables prêtres, en qualité de savants, sans préjudice de devoir de leur charge, d'exposer librement et publiquement au monde, pour examen, leurs jugements et leurs vues qui s'écartent ici ou de là du symbole reçu. Ce que peut, à plus forte raison, toute autre personne qui ne limite pas les devoirs de sa charge.
Cet esprit de liberté s'étend aussi au dehors, même là où il y a des obstacles extérieurs du fait que le gouvernement se méprend dans son rôle. Car c'est bien pour ce gouvernement un exemple de ce que, en régime de liberté, il n'y a pas à avoir le moindre souci pour la tranquillité publique et l'unité du corps commun. Les hommes travaillent eux-mêmes à s'arracher peu à peu de leur grossièreté, pourvu qu'on ne s'évertue pas à les y maintenir. Traitant de l'accès aux lumières, qui consiste pour l'homme à sortir de la minorité, où il se trouve par sa propre faute, j'ai considéré comme essentielles les questions religieuses. C'est que, relativement aux arts et aux sciences, les gouvernants n'ont aucun intérêt à jouer les tuteurs avec leurs sujets, et en outre, la minorité en matière de religion est la plus nuisible, mais aussi la plus déshonorante de toutes. Mais le mode de pensée d'un chef d'État qui favorise les Lumières va plus loin encore. Et il reconnaît que, même s'agissant de sa propre législation, il est sans danger de permettre à ses sujets de faire de leur propre raison un usage public, et de proposer publiquement au monde leurs pensées sur une meilleure rédaction de ces lois, avec, s'il le faut, une franche critique de celles qui sont en vigueur. Nous en avons un exemple illustre, et en cela, aucun monarque n'a devancé celui que nous vénérons. Or, celui qui, parce qu'il est éclairé, n'a pas peur de l'ombre, mais qui dispose en même temps d'une armée nombreuse et bien disciplinée pour garantir la tranquillité publique, peut dire ce qu'un État libre ne peut oser dire. Raisonnez tant que vous voulez, et surtout ce que vous voulez, mais obéissez. Ainsi les affaires humaines prennent-elles ici un tour étrange et inattendu. Et même si on considère leur cours dans ces grandes lignes, presque tout y est paradoxal. Un degré supérieur de liberté civile semble avantageux à la liberté d'esprit du peuple, et lui impose pourtant des limites infranchissables. Un degré moindre lui donne au contraire la place pour s'étendre de tout son pouvoir, quand, en effet, la nature a fait éclore sous cette dure enveloppe le germe dont elle prend soin, avec toute sa tendresse, à savoir le penchant et la vocation à la pensée libre. Ce penchant et cette vocation réagissent peu à peu sur la disposition d'esprit du peuple, et par là ce peuple devient peu à peu plus apte à agir librement, et ils finissent même par réagir sur les principes du gouvernement, lequel trouve profitable pour lui-même de traiter l'homme, qui est dès lors plus qu'une machine, conformément à sa dignité. Königsberg, en Prusse, le 30 septembre 1784. Emmanuel Kant.